La réunion de famille avait été convoquée pour dimanche après-midi, ce qui aurait dû être mon premier avertissement. Papa ne réunissait la famille que lorsqu'il avait déjà pris une décision et voulait la présenter comme un processus démocratique. J'étais assise sur le canapé fleuri de maman, une tasse de café à la main, en regardant mon frère Éric faire les 100 pas près de la cheminée, avec cette expression satisfaite qu'il arborait quand les choses allaient dans son sens. « Merci à tous d'être venus », commença papa. Debout, comme s'il s'adressait à un conseil d'administration, nous devons discuter de la situation de l'appartement du centre-ville. L'appartement du centre-ville, l'appartement de 2 chambres au 1247 Westbrook, qui appartenait à notre famille depuis que grand-père avait acheté l'immeuble en 1987. J'y vivais depuis 4 ans, en payant les charges et un petit loyer mensuel au fidéicommis familial, qui en était techniquement propriétaire. Éric et Shannon attendent leur premier enfant. Poursuivit papa, ils ont besoin de plus d'espace que leur appartement d'une chambre ne peut leur offrir. Pendant ce temps, Cassie, tu as 2 chambres pour toi toute seule. Je posais ma tasse de café. J'utilise la 2e chambre comme bureau à domicile. Je travaille à distance 3 jours par semaine. Tu peux travailler dans un café, intervint maman. Les jeunes font ça tout le temps. Éric commence une famille, insiste à papa. L'appartement a plus de sens pour eux. Nous avons décidé que tu déménagerais d'ici la fin du mois. Ça te donne 4 semaines pour trouver autre chose. Vous avez décidé, répétai-je. La famille a décidé, corrigea papa, ce qui est le mieux pour tout le monde. Éric prit enfin la parole. Allez, Cass, ne rends pas les choses difficiles. Tu es célibataire, pas d'enfant, un bon boulot. Tu peux louer n'importe où. Shannon et moi avons besoin de l'espace pour la chambre du bébé. Et nous ne pouvons pas nous permettre le prix du marché pour un 2 chambres. Et moi, je peux... Tu gagnes plus que nous? Dit Shannon depuis sa place à côté d'Éric. Éric m'a parlé de ton salaire. Tu t'en sors bien. Le fait qu'Éric ait discuté de mon salaire, qu'il n'avait fait que deviner, avec sa femme me fit serrer la mâchoire. Mes finances ne sont pas un sujet de discussion familiale. Quand elles affectent les ressources familiales, dit papa fermement. L'appartement appartient au fidéicommis familial. Ton grand-père voulait qu'il serve aux besoins de la famille. À l'heure actuelle, Éric et Shannon en ont le plus besoin. Est-ce que quelqu'un a vérifié ce que grand-père a réellement écrit dans les documents du fidéicommis? Maman balaya la main d'un geste dédaigneux. Ton père gère le fidéicommis. Il sait ce qui est approprié. J'aimerais quand même voir les documents originaux. Cassie, ne sois pas difficile. La voix de papa avait cette intonation d'avertissement. C'est déjà décidé. Éric et Shannon emménageront le 1er novembre. Tu dois prendre tes dispositions. Je me levai. J'aimerais demander formellement des copies des documents du fidéicommis, de l'acte de propriété de l'immeuble et de tout papier établissant l'autorité de la famille pour mettre fin à ma résidence. Le visage de papa rougit. Tu n'as pas besoin de papier. Je te le dis en tant que père et en tant que gestionnaire du fidéicommis. Alors, en tant que résidente actuelle, je demande une documentation formelle de cette expulsion. Ce n'est pas une expulsion, la voix de maman monta d'un ton. C'est la famille qui aide la famille. Alors, il devrait y avoir une documentation des conditions. Je quittai la réunion avec l'irritation de ma famille qui me suivait jusqu'à la porte. Quand j'arrivai chez moi, dans l'appartement qu'ils voulaient me prendre, j'avais 17 messages dans le chat de groupe familial, allant d'Éric me traitant d'égoïste à maman disant que je lui brisais le cœur. Je les ignorais tous et ouvris mon classeur. 4 ans plus tôt, quand grand-père était tombé malade, il m'avait appelé à l'hôpital. Pas toute la famille, juste moi. Il était lucide malgré les antidouleurs et très précis sur ce qu'il voulait me dire. L'immeuble d'appartement, avait-il dit en serrant ma main. Je change la structure du fidéicommis. Ton père pense qu'il contrôle tout, mais il ne lit pas les détails. Il ne l'a jamais fait. Grand-père, tu devrais te reposer. Écoute, l'immeuble te revient. Transfert direct effectif à ma mort. J'ai déjà déposé les papiers. Ton père pensera qu'il est toujours dans le fidéicommis familial parce qu'il ne lira pas les documents modifiés. Mais ce n'est pas le cas. C'est à toi. Pourquoi moi? Parce que tu es la seule qui m'a demandé ce que je voulais vraiment, au lieu de me dire ce que tu pensais que je devais faire. Parce que tu venais me voir chaque semaine, pas seulement quand tu avais besoin de quelque chose. Parce que je te fais confiance pour t'en occuper correctement.
Il mourut 2 semaines plus tard. J'avais reçu les documents modifiés du fidéicommis et le transfert de propriété de son avocat 1 mois après. L'immeuble, les 6 appartements, y compris celui où je vivais, étaient à moi. Propriété exclusive, sans implication du fidéicommis familial. Je n'avais jamais dit à ma famille parce que grand-père avait raison. Papa n'avait jamais lu les documents modifiés. Il avait rangé les lettres de l'avocat en supposant qu'il s'agissait de papiers d'héritage standard. Pendant 4 ans, il avait cru qu'il contrôlait l'immeuble pendant que je le gérais discrètement, l'entretenait et collectait les loyers des 5 autres appartements. Les revenus locatifs couvraient les dépenses de l'immeuble et plus encore. J'utilisais le surplus pour mettre à jour les appartements, améliorer les systèmes de l'immeuble et constituer une réserve d'entretien saine. L'immeuble que grand-père avait acheté pour 340 000 $ en 1987 valait maintenant 1 million de dollars. Et ma famille voulait m'expulser de ma propre propriété. Lundi matin, j'appelais mon avocate, Patricia Chin. Je l'avais engagée 3 ans plus tôt quand j'avais commencé à prendre au sérieux ma propriété, mettre à jour les baux, assurer une assurance adéquate, rendre tout juridiquement blindé. Patricia, j'ai besoin de vos conseils. Ma famille essaie de m'expulser de mon propre immeuble. Elle écouta l'histoire puis rit. Un rire sec et professionnel. Savent-ils que vous en êtes propriétaire? Ils pensent qu'il est dans un fidéicommis familial géré par mon père? Et votre père a quelle documentation prouvant son autorité? Aucune qui soit valide. Grand-père m'a transféré l'immeuble directement il y a 4 ans. Il est uniquement à mon nom depuis lors. Alors, c'est simple. Ils n'ont aucune autorité pour vous expulser. Ils ne possèdent pas la propriété. Ils ne peuvent pas mettre fin à votre résidence. Et s'ils essaient de vous forcer à partir, ils violent la loi sur les propriétaires et locataires. Sauf qu'ils ne sont même pas propriétaires. Ils prévoient d'emménager le 1er novembre. Ils emballent déjà mes affaires. Ils emballent vos affaires. La voix de Patricia se durcit. Dans votre appartement? Sans permission. Je ne suis pas rentrée pour vérifier, mais mon frère m'a envoyé un message disant qu'il m'aidait à commencer l'emballage. C'est une entrée illégale et potentiellement un vol. Cassie, j'ai besoin que vous soyez très clair sur ce que vous voulez ici. Voulez-vous éduquer votre famille? Ou voulez-vous établir des limites légales fermes? Je pensais à Eric discutant de mon salaire avec Shannon, à papa prenant des décisions unilatérales et les appelant consensus familial, à maman balayant mes besoins professionnels. À 4 ans de gestion invisible de cet immeuble, pendant qu'ils supposaient tous que papa était aux commandes. Des limites légales fermes, dis-je. Alors, voici ce que nous allons faire. Mercredi après-midi, mon téléphone commença à sonner. Papa, puis Eric, puis maman. Je les laissais aller sur la messagerie. Les messages variaient sur un même thème. Qu'est-ce que cette lettre légale? Pourquoi impliquer des avocats? Comment as-tu pu faire ça à la famille? La lettre que Patricia avait envoyée était directe. Avis que Cassie Morrison était la propriétaire légale exclusive de la propriété au 1247 Westbrook, qu'aucune autre partie n'avait l'autorité pour prendre des décisions d'occupation et que toute tentative de retirer ses biens ou de changer ses serrures serait traitée comme une expulsion illégale et un vol, avec des actions légales appropriées à suivre. Elle avait aussi envoyé une mise en demeure à Eric spécifiquement concernant son entrée non autorisée dans mon appartement. La sécurité de l'immeuble avait confirmé qu'il avait utilisé l'ancienne clé d'urgence de maman pour entrer 3 fois au cours de la semaine passée. Jeudi matin, la réunion de famille fut reconvoquée, cette fois dans le bureau de papa à la maison, avec une ambiance beaucoup moins confiante. « Explique ça », dit papa en faisant glisser la lettre de Patricia sur son bureau. « L'immeuble est à moi. Grand-père me l'a transféré avant de mourir. Je le possède depuis 4 ans. C'est impossible. Le fidéicommis a été modifié. Vous avez reçu les copies des documents modifiés en 2020. Vous ne les avez pas lus? » Le visage de papa passa par plusieurs couleurs. « Ton grand-père ne m'aurait pas écarté comme ça? Il ne t'a pas écarté. Tu as reçu les 3 autres propriétés. L'immeuble commercial du centre-ville, le duplex sur Riverside et le centre commercial à Oakmont. J'ai reçu le 1247 Westbrook. Vérifiez vos documents du fidéicommis. Je le regardais sortir un dossier, puis un autre. En feuilletant les papiers avec une agitation croissante, maman se tenait derrière lui.
lisant par-dessus son épaule. La modification dit. La voix de maman s'éteignit. L'immeuble résidentiel au 1247 Westbrook Avenue est transféré à Cassandra Morrison, effectif immédiatement à la mort de Harold Morrison. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Demanda Eric. Grand-père m'a demandé de ne pas le faire. Il a dit que papa ne lirait pas les papiers de toute façon, et il avait raison. Pendant 4 ans, vous avez tous supposé que l'immeuble était dans un fidéicommis familial pendant que je le gérais, l'entretenais, payais toutes les dépenses et collectais les loyers. Les loyers. Papa leva les yeux brusquement. Les 5 autres appartements sont loués. Ils l'ont été tout le temps. C'est comme ça que je paie l'entretien de l'immeuble, les taxes foncières, l'assurance et les améliorations. Tu as collecté de l'argent de la propriété familiale, de ma propriété, corrigeai-je. Mon immeuble, mes revenus locatifs, ma responsabilité. Shannon prit la parole. Mais nous avons besoin de cet appartement? Le bébé? Il y a d'autres appartements de 2 chambres disponibles en ville. Je peux vous fournir une liste de propriétés comparables si vous voulez. Nous ne pouvons pas nous permettre le prix du marché. Ce n'est pas mon problème. Eric frappa du poing sur le bureau. C'est des conneries. Grand-père n'aurait pas voulu ça. Grand-père voulait précisément ça. Il voulait que j'aie cet immeuble. Il l'a mis par écrit, l'a déposé légalement et s'est assuré que je comprenne la responsabilité. Ce qu'il ne voulait pas, c'est qu'il soit traité comme une ressource familiale à redistribuer à volonté. Alors, tu vas tout garder pour toi? La voix de maman était épaissie par les larmes. Je vais continuer à gérer ma propriété comme je l'ai fait. Si vous voulez louer un des autres appartements, vous pouvez soumettre une demande comme n'importe quel locataire. Louer de ma propre fille, dit papa amèrement. Louer du propriétaire qui se trouve être ta fille. Il y a une liste d'attente. Mais je peux passer la famille en tête si vous êtes sérieux. Combien? Demanda Eric. Le prix du marché. Les appartements de 2 chambres dans cet immeuble se louent à 1 400 $ par mois. C'est dingue. C'est le marché. Et honnêtement, c'est en dessous du marché pour le quartier. Je garde mes loyers légèrement plus bas parce que je préfère des locataires stables et à long terme. Papa était encore en train de digérer, son esprit juridique passant en revue les implications. Tu gères cet immeuble depuis 4 ans? Les revenus locatifs. Tu aurais dû les partager avec la famille. Pourquoi? C'est mon immeuble. Je paie toutes les dépenses, gère tout l'entretien, traite tous les problèmes des locataires. Pourquoi partagerais-je les revenus d'une propriété que je possède et que je gère? Parce que nous sommes une famille. Être une famille ne crée pas d'obligations financières. Papa, tu as reçu 3 propriétés en héritage. J'en ai reçu une. Tu ne partages pas les revenus locatifs de tes propriétés avec moi? Il n'avait pas de réponse à ça. Vendredi matin apporta une nouvelle complication. J'arrivais chez moi après une réunion au café pour trouver Eric dans mon appartement. Encore une fois, cette fois avec des cartons. Qu'est-ce que tu fais? Il leva les yeux, défiant. Je t'aide à emballer. Puisque t'étais-tu là-dessus? Shannon et moi avons décidé d'emménager quand même. Tu peux soit partir pacifiquement, soit nous rendrons les choses difficiles. Eric, tu dois partir. Maintenant, ou quoi? Tu vas appeler papa? Il est d'accord avec moi. Non, je vais appeler la police. Tu fais intrusion dans ma résidence privée? Tu ne peux pas me faire arrêter? Je suis ton frère. Je sortis mon téléphone et composai « Bonjour ». Je dois signaler une intrusion en cours. Mon frère est entré illégalement dans mon appartement et refuse de partir. La confiance d'Eric vacilla. Cassie, ne sois pas ridicule. Le standard confirma que des agents étaient en route. Je restais dans l'encadrement de la porte, bloquant la sortie d'Eric avec les cartons qu'il avait emballés. Quand la police arriva 12 minutes plus tard, Eric essaya d'expliquer que c'était un malentendu familial et que l'appartement était censé être le sien. Les agents regardèrent mon contrat de location, mes documents de propriété de l'immeuble et la lettre de mise en demeure précédente concernant les entrées non autorisées d'Eric. « Monsieur, vous devez quitter les lieux maintenant. Si vous revenez sans la permission explicite de la propriétaire, vous serez arrêté pour intrusion. » Après le départ d'Eric, humilié et furieux, un des agents se tourna vers moi. « Vous devriez envisager une ordonnance de restriction si ça continue. J'espère que ça n'ira pas jusque-là. » Mais je changeais aussi mes serrures cet après-midi-là et notifiais la sécurité de l'immeuble qu'Eric et mes parents n'étaient plus autorisés à accéder à l'immeuble.
Le week-end apporta un tourbillon de drames familial, des tantes et des oncles appelaient. Ayant entendu diverses versions de l'histoire, certains me soutenaient. Tante Linda rit franchement et dit que grand-père avait toujours su exactement ce qu'il faisait. D'autres pensaient que j'étais égoïste, gardant tout un immeuble pour moi, pendant que des membres de la famille galéraient. Lundi matin, Patricia appela. Nous avons une situation. Votre père a déposé une pétition pour contester le transfert de propriété. Il prétend que votre grand-père a été indûment influencé ou mentalement incompétent quand il a modifié le fidéicommis. Grand-père était complètement lucide. Son avocat a tout documenté. Je sais. Et nous avons des dossiers médicaux. Les notes de l'avocat et la chronologie montrant que la modification a été déposée des mois avant que sa santé ne se détériore. Le cas de votre père est faible, mais ce sera coûteux et chronophage à défendre. Faites-le quand même! La procédure judiciaire prit 3 mois. Pendant ce temps, je ne parlais pas à mes parents ni à Eric. Shannon envoya quelques messages d'excuses, mais je les gardais brefs et professionnels. La famille se divisa en factions. Certains croyant le récit de papa, selon lequel j'avais manipulé un vieil homme mourant, d'autres reconnaissant que grand-père avait été vif jusqu'à la fin et avait fait son propre choix. La décision du juge tomba un mardi matin. J'étais au tribunal avec Patricia quand le juge Morrison, sans lien de parenté, lut sa décision. Les preuves montrent clairement que Harold Morrison était sain d'esprit quand il a modifié ses documents de fidéicommis, les dossiers médicaux. Le témoignage de l'avocat et la chronologie le confirment tous. La modification a été correctement déposée et exécutée. La propriété actuelle du 1247 Westbrook Avenue par Cassandra Morrison est légalement valide et restera inchangée. Pétition rejetée. Papa se leva pour argumenter. Le juge le coupa. Monsieur Morrison, votre père a exprimé ses souhaits clairement. Il a choisi de distribuer ses biens de la manière qu'il jugeait appropriée. Le fait que vous soyez en désaccord avec ces choix ne les invalide pas. Ce tribunal ne renversera pas une décision d'héritage clairement valide, simplement parce qu'elle n'est pas ce que vous attendiez. Devant le palais de justice, papa essaya une dernière fois. Cassie, ça déchire la famille. Non, papa. Ton refus d'accepter la décision de grand-père déchire la famille. Je n'ai pas créé cette situation. Grand-père l'a fait, et il avait ses raisons. Quelle raison? Qu'ai-je fait de si mal? Tu ne lui as jamais demandé ce qu'il voulait. Tu lui as dit ce qu'il devait faire, ce qui avait du sens, ce qui était logique. Tu as géré ses affaires sans le consulter. Tout comme tu as essayé de gérer ma situation de logement sans me consulter, j'essayais de faire ce qui est le mieux pour tout le monde. Tu essayais de contrôler les résultats. Grand-père voulait quelqu'un qui écouterait, pas quelqu'un qui dictait. C'est pourquoi il m'a choisi. La semaine suivante, Eric et Shannon trouvèrent un autre appartement, plus petit que le mien, plus éloigné du centre-ville, mais le leur. Maman recommença lentement à me parler. Bien que les conversations soient tendues, papa resta en colère, convaincu que j'avais volé son héritage malgré la décision claire du tribunal, mais l'immeuble resta le mien. Je continuais à le gérer, en gardant les appartements bien entretenus, les locataires satisfaits et la propriété en valorisation. 2 ans plus tard, quand un des appartements de 2 chambres se libéra, je le proposai à Eric et Shannon à un tarif familial, $2000 au lieu du marché à $2600. Ils refusèrent, trop fiers pour louer de moi, c'était leur choix. Tout comme garder mon immeuble était le mien. Ils avaient recommencé à emballer mes affaires, sans demander, ne sachant pas que j'étais propriétaire de l'immeuble. Le shérif avait frappé à 9 heures précises, non pour m'expulser, mais pour escorter Eric dehors quand il avait fait intrusion, et le juge l'avait dit exactement juste. Les souhaits de grand-père étaient clairs, légaux et définitifs. L'appartement qu'ils avaient essayé de donner n'était jamais le leur à donner, et maintenant, tout le monde le savait.